Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Mobilité Sud en cessation de paiement, le réseau Sud-Lib reste paralysé. La ville du François a organisé un atelier participatif dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme PLU au marché couvert. Dans votre avis-compte cette semaine, les Français de l'Hexagone sont-ils racistes? Vos réactions dans un instant. Et le savoir et réfléchir de Roland Laouché se titule ce soir « Entre le football et le rugby ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. La plus haute forme de l'intelligence humaine est la capacité d'observer sans juger. Santé, si les testicules sont situés en dehors de la cavité abdominale, c'est parce que la production des spermatozoïdes se fait à 34 degrés Celsius et non à 37,5 degrés Celsius, en ajoutant une température élevée au niveau du testicule. On complique la production de gamètes et le téléphone portable est une source de chaleur. Par manque de moyens, jusqu'au 6 septembre, l'hôpital de Trinité a décidé de ne pas accueillir de patients de 23h30 à 8h. Je vous le disais en titre, le transport public dans le sud de la Martinique est fortement perturbé. Mobilité Sud, qui assure cette délégation de service public, affirme ne pas être en mesure de payer l'essence nécessaire. Martinique Transport, lui, devrait 10 millions. Le transport public est également interrompu sur plusieurs lignes dans le centre de la Martinique. Un dysfonctionnement produit par une grève du personnel. La société qui les embauche se dit incapable de leur payer leur salaire depuis un certain temps parce qu'elle n'aurait pas reçu les fonds que lui doit Martinique Transport. Le maire de Rivière-Pilote, on le sait, a posé un cadenas qui interdit l'entrée du studio de la radio RLDM géré par l'association GRAC. Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du 21 mai 2026 du juge administratif de la Martinique et s'est dit incompétent pour connaître la demande de l'association GRAC, GRAC, contre la pose de ce cadenas. Le Conseil d'État a considéré que la décision du maire constitue un acte de gestion du domaine privé de la commune et échappe de ce fait à la compétence de la justice administrative. Maître Raphaël Constant observe à ce propos, citons-le, « Il convient de rappeler que d'une part, par une ordonnance en date du 15 mai 2026, le juge judiciaire s'était déclaré incompétent et que d'autre part, même la commune de Rivière-Pilote ne soutenait pas l'incompétence du juge administratif. Il s'agit donc d'un déni de justice qui couvre un acte grave de violence mettant en cause la liberté d'expression. Il est grave que face à de tels faits, le recours à la justice s'avère vain. Devant une telle situation, le GRAC et RLDM, qui n'a pas accès à son studio depuis 2 mois et demi, ne pourront que poursuivre leur procédure pour que justice leur soit rendue. Ceci est donc signé Maître Raphaël Constant. Le président de Martinique Transport, Arnaud René Corail, fait savoir que cette structure accuse un déficit de 40 millions d'euros qui pourrait s'élever à 90 millions à la fin de l'année. Ce déficit particulièrement important serait, selon lui, lié à des problèmes de gestion.
Les agents de sécurité privée de Martinique tirent la sonnette d'alarme après 2 agressions par arme à feu en moins de 2 mois. Réunis à la Maison des syndicats à Fort-de-France à l'appel de la CGTM, ils réclament des mesures renforcées pour garantir leur sécurité, dénonçant une dégradation constante de leurs conditions de travail. Vendredi 26 juin 2026, la ville du François a organisé un atelier participatif dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme, plus au marché couvert. Le vendredi 26 juin, la ville du François a organisé un atelier participatif dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme, le PLU, au marché couvert. L'objectif, imaginer ensemble l'avenir du bourg pour les 10 à 15 prochaines années. Une vingtaine d'administrés, aux côtés du maire Lionel Grandin, de Frédéric Zizi, adjoint en charge de l'urbanisme, et de Christiane Mélois, directrice de l'urbanisme, aménagement et logement, ont échangé leur vision pour un centre-ville plus attractif, durable et adapté aux enjeux locaux. L'atelier, animé par Magali Suno du bureau d'études Mosaïque urbaine, a permis d'aborder des thèmes clés: la préservation du patrimoine, l'attractivité du centre-ville, la gestion des risques naturels et l'intégration de l'eau dans l'aménagement du territoire. Parmi les sujets les plus discutés, le maintien de la rue Omer-Clément en sens unique ou son retour à une circulation à double sens, la gestion des places de parking, faut-il les supprimer pour les regrouper à l'ex-école Anne-Marc, et surtout la redynamisation du centre-ville. Certains participants ont proposé d'y installer commerces et restaurants pour relancer son attractivité. Les élus et le bureau d'études se sont félicités de la qualité des échanges qui ont permis de dégager des pistes concrètes pour le plan d'aménagement et de développement durable, PADD. Des réunions publiques sont prévues en octobre avant la présentation du PADD en conseil municipal. Le débat sur l'évolution institutionnelle de la Martinique se poursuit après la signature le 1er juillet d'un accord cadre entre le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, et la ministre des Outre-mer. Présenté comme une avancée majeure par la collectivité territoriale de Martinique, le texte ouvre une nouvelle phase de concertation sur l'avenir institutionnel de l'île. Jean-Claude Gianada se produira à l'église du Morne Rouge le dimanche 12 juillet 2026 à 8h. Jean-Claude Gianada est un auteur-compositeur-interprète français spécialisé dans les chants religieux, surnommé le troubadour du bon Dieu. Né le 8 janvier 1944 en France, il a suivi une formation scientifique et est devenu professeur de sciences au collège Saint-Bruno à Marseille, où il a enseigné de 1970 à 1994. À 32 ans, il devient directeur de son collège en 1976, tout en poursuivant sa passion pour la musique et le chant religieux. Il participera donc à la messe du dimanche 12 juillet 2026 à 8h à la basilique Notre-Dame de la Délivrance du Morne Rouge. Une association religieuse a mis en place un bureau de traduction en créole. Il a traduit 2 évangiles en créole, l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Marc. Et puis le CHU de Martinique lance un appel aux dons de lait afin de répondre aux besoins des nourrissons prématurés hospitalisés. L'établissement invite les mères allaitantes disposant d'un surplus de lait à participer à cette collecte essentielle pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés les plus fragiles. La Martinique compte environ 155 000 femmes de 20 ans ou plus. Une part considérable d'entre elles sont victimes de violences conjugales notamment. En Martinique, plus d'une femme sur 10 a été confrontée à des faits de harcèlement lors de ses déplacements dans les lieux publics. Les jeunes femmes entre 20 et 29 ans sont les plus exposées aux insultes, aux propositions sexuelles et sont davantage suivies avec insistance. Une femme sur 20 est victime de harcèlement sexuel au travail, principalement de ses collègues.
Cette part s'élève même à 1 sur 10 pour les femmes à leur compte ou les professionnels de la santé et du social. Par ailleurs, 20% des femmes sont en situation de violence conjugale, psychologique ou physique. Les risques de violence doublent, voire triplent, pour les femmes séparées dans l'année précédente. Les femmes inactives, au chômage ou dont le partenaire a d'autres femmes sont particulièrement touchées par les violences physiques. Celles qui ont grandi dans un contexte de violence conjugale parentale ou ont été victimes de maltraitance infantile sont également plus exposées aux violences conjugales. Notons qu'en Martinique, le réseau des associations qui interviennent auprès des femmes victimes de violences est dense et varié, même si les moyens qui leur sont alloués sont en baisse. Elle leur propose des lieux d'accueil, d'écoute et d'orientation, parfois aussi d'hébergement. Ce réseau d'associations est complété par des intervenantes sociales placées auprès des services de police et de gendarmerie. Les victimes de violences conjugales peuvent demander à la CAF une aide d'urgence sous forme de prêt ou de don. Le barème dépend des revenus et de la composition familiale. Rappelons en outre que les enfants témoins de violences conjugales sont considérés comme des victimes et non plus seulement comme des témoins. Il est important de noter cependant qu'encore aujourd'hui, une immense majorité de victimes de violences sexistes et sexuelles ne dénoncent pas les faits et ne bénéficient d'aucun accompagnement adapté. L'association d'Antilles et d'ailleurs a reçu un soutien financier de 5 300 € à l'issue d'une campagne solidaire organisée par la BRED, Banque Populaire. Cette aide récompense l'engagement de la structure auprès des femmes vulnérables en Martinique et permettra de poursuivre ses actions d'accompagnement social. L'ADOM ouvre sa campagne 2026 du passeport mobilité études destiné aux étudiants ultramarins. Ce dispositif permet aux jeunes Martiniquais poursuivant leurs études dans l'Hexagone ou à l'étranger de bénéficier d'une aide au transport afin de faciliter leur mobilité à l'approche de la prochaine rentrée universitaire. La Cour d'appel de Paris a finalement reconnu Air France et Airbus coupables d'homicides involontaires dans le crash du vol Rio-Paris AF447 survenu le 1er juin 2009. Les deux groupes sont déclarés seuls et entièrement responsables de l'accident qui a fait 228 morts, soit la catastrophe la plus meurtrière de l'aviation française. Ils écopent chacun de la peine maximale de 225 000 € d'amende, une sanction surtout symbolique, mais lourde de conséquences pour leur image. Pour Air France, la justice reproche un défaut de formation des pilotes aux situations de givrage des capteurs extérieurs qui mesurent la vitesse de l'avion, ainsi qu'un manque d'informations suffisantes des équipages sur ces risques. Airbus, de son côté, est accusé d'avoir sous-estimé la gravité des défaillances de ses sondes de vitesse et de ne pas avoir alerté assez rapidement et clairement les compagnies aériennes concernées. Les deux entreprises contestent ces conclusions et nient toute faute pénale. Ce verdict marque un revirement important. En première instance, en 2023, Airbus et Air France avaient été relaxés pénalement, même si leur responsabilité civile avait été reconnue. À l'époque, le tribunal avait estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité suffisamment certain entre leur manquement et le crash, malgré des imprudences et négligences. Pour le parquet général, au contraire, les fautes des deux groupes sont caractérisées et ont contribué de façon certaine à l'accident. Les représentants du ministère public ont dénoncé l'attitude des entreprises, jugée froide et défensive vis-à-vis des familles de victimes et demandé que cette condamnation serve d'avertissement pour tout le secteur aérien. Le Rotary Club de Saint-Pierre a distingué plusieurs lycéens martiniquais lors de la 17e édition du prix annuel du lycéen.
Organisée au Swatch Hotel Caribéa, la cérémonie a récompensé des élèves pour leurs résultats scolaires, leur engagement et leurs parcours exemplaires afin de valoriser la réussite de la jeunesse martiniquaise. Tout au long du mois de juillet, la Maison du Ballet organise une série de masterclass consacrées à la danse ballet, animée par la danseuse et pédagogue Marie-Françoise Bizet. Ces séances invitent les participants à découvrir la richesse des différentes expressions de la danse issues des mornes. Ouverte à tous les niveaux, cette série de masterclass se produira chaque mardi de juillet de 18h à 20h. Amsterdam a décidé de s'attaquer de front à la publicité pour les produits jugés les plus nocifs pour le climat. Depuis le 1er mai 2026, Amsterdam, la capitale néerlandaise, est devenue la première capitale au monde à interdire dans son espace public les publicités pour la viande et pour les énergies fossiles, voitures thermiques, compagnies aériennes. Sur les abribus et dans le métro, ces affiches sont désormais remplacées par des contenus culturels ou institutionnels comme la promotion de musées. Cette mesure, adoptée en janvier par le conseil municipal, est portée par les partis écologistes et le Parti pour les animaux. L'objectif est d'aligner l'espace public sur les ambitions climatiques de la ville, neutralité carbone en 2050 et division par 2 de la consommation de viande notamment. Les élus qui défendent cette politique expliquent qu'il est incohérent pour une municipalité qui veut réduire les émissions de louer ses murs à des publicités incitant précisément à consommer ce qu'elle combat. La décision ne fait cependant pas l'unanimité. L'Association néerlandaise de la viande dénonce cette façon d'orienter les comportements des consommateurs et rappelle que la viande fournit selon elle des nutriments essentiels. Le secteur du tourisme s'inquiète, lui, d'une atteinte à la liberté commerciale, notamment à cause de l'interdiction de promouvoir des voyages incluant des vols. Amsterdam s'inscrit dans un mouvement plus large. Plusieurs villes néerlandaises ont déjà limité ce type de publicité et d'autres en Europe, comme Stockholm ou Florence, ont restreint les annonces liées aux énergies fossiles. Des chercheurs estiment que retirer ces sollicitations visuelles peut modifier à terme les normes sociales. Moins de publicité pour la malbouffe ou les produits très carbonés, ce serait moins de banalisation de ces comportements dans l'espace public. Le football martiniquais est en deuil après le décès de l'ancienne gardienne Cathy Bellune. Figure appréciée des terrains locaux, elle laisse le souvenir d'une sportive engagée qui a marqué plusieurs générations de joueuses et de dirigeants. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa disparition. Une mobilisation est annoncée contre l'échouage des sargasses alors que plusieurs secteurs du littoral martiniquais font face à de nouvelles arrivées massives d'algues brunes. Collectifs, riverains et élus entendent alerter sur les nuisances sanitaires et économiques et réclament des moyens renforcés pour le ramassage et la prévention. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les Français de l'Hexagone sont-ils racistes? Nous vous écoutons. Les Français de l'Hexagone sont-ils racistes? Pourquoi forcément préciser Hexagone? Partout. Parce que je considère que nous aussi, nous sommes Français, hein. Malheureusement. Bon, d'abord martiniquaises. Mais oui, ils sont racistes et ils le deviennent de plus en plus, malheureusement. Alors, est-ce à dire que c'est... Bon, il y en a qui vont dire que c'est dû au chômage ou à plein de choses, hein, mais ils le sont, je confirme. Bonjour. Oui, je pense quand même qu'il y a du racisme, oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui,
Oui, il y en a pas mal aussi, un peu comme un peu de partout aussi. Alors, je dirais pas que les Français sont racistes, mais néanmoins, on trouve quand même une partie où il y a où quand même la question de couleur dérange. C'est-à-dire, on va aller dans certains arrondissements où on sent qu'on n'est pas les bienvenus dans ces quartiers-là, quoi. Les Français de l'Hexagone sont-ils racistes? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, pas du tout. C'est-à-dire que s'il faut parler en pourcentage, moi je veux dire quoi, 60%, les 40% sont, voilà. Enfin, j'aime les gens qui sont travailleurs. C'est mitigé, ça dépend. Les Français de France ne sont pas plus racistes que les Martiniquais, parce que les Martiniquais sont racistes. Les Français de France sont racistes. Le monde entier est raciste. Tout, c'est de l'hypocrisie. Je pense qu'il y a des Français qui sont racistes et d'autres qui ne le sont pas. Donc non, pas tous, mais voilà, il y en a beaucoup. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché entre le foot et le rugby. Et ce crime, c'est un crime contre nos ancêtres. D'un côté, nous manifestons donc puissamment pour lui réclamer réparation, et de l'autre, nous lui manifestons notre amour à travers son équipe de football. Entre-temps, nous lui avons signifié qu'elle est incapable de nous gérer efficacement et qu'il nous faut donc avoir notre autonomie pour faire nos lois nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile à gérer tout ça. Surtout si on y ajoute ces 9 nègres ou apparentés qui font sa fierté. La fierté de ce pays européen, blanc et de religion chrétienne, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Mais là, c'est plus évident. Le général s'était simplement trompé. La France est désormais multicolore et elle s'enrichit tous les jours de l'apport des autres couleurs. Il est en train de venir le jour où les Vietnamiens, les jeunes donc, sortiront de la cuisine des restaurants chinois pour, eux aussi, s'investir partout, y compris dans les équipes de foot. Ça se verra, même s'ils sont moins nombreux que les Noirs. Bell, particulièrement talentueux. Il reçoit la balle, la contrôle parfaitement et entreprend une rapide chevauchée. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, passons à la rubrique santé, jeux et seniors. Les seniors ne sont pas à l'abri de la dépression et d'ailleurs c'est dans cette tranche d'âge que l'on compte le plus de suicides. C'est pourquoi tout ce qui peut agir durablement sur l'humeur mérite d'être étudié avec attention. Les résultats de l'étude sont à prendre avec une certaine réserve car seulement 11 personnes de 60 à 89 ans y ont participé. Il s'agissait de seniors en dépression sévère résistante aux antidépresseurs. Des spécialistes américains et chinois leur ont proposé des programmes d'entraînement cognitif informatisés, et tout cela afin d'améliorer leur mémoire et leur capacité d'apprentissage. Il s'agit notamment de stimuler leur attention, leur précision et leur rapidité en déplaçant des balles de couleurs ou en classant des listes de mots. Exercice surtout utile pour améliorer les fonctions exécutives, définir des priorités, planifier une action et la mettre en œuvre. Comparativement à 33 autres adultes traités par un antidépresseur classique, leur dépression s'est améliorée en 4 semaines, contre 12 semaines sous antidépresseur, et ce de façon durable pour 72% d'entre eux. Mais étant donné le très petit nombre de seniors inclus dans l'étude, il est trop tôt pour affirmer que des jeux vidéo ont réellement un effet antidépresseur et les auteurs admettent eux-mêmes que d'autres études seraient nécessaires pour le confirmer. Cependant, la piste s'avère intéressante et d'ailleurs, plusieurs maisons de retraite ont d'ores et déjà adopté des jeux vidéo collectifs. Cette fois, ce n'est pas à vocation thérapeutique, mais plutôt préventive. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché.
Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis bien sûr à demain. Bonne semaine à vous et que Dieu garde la Martinique.